Bonus Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du Camp Pop. Alors que dire pour introduire cet épisode 7 de la saison 3 de Picard ? Franchement je sais pas trop, et du coup ça tombe bien parce que je ne vais pas être tout seul pour en parler. Engage. But first, we will have vengeance. Fire everything we've got! Greetings, old friends. Alors évidemment j'ai avec moi un équipage d'élite, alors si vous m'entendez par contre parler du nez c'est normal, j'ai chopé un virus mais c'est pas celui de la section 31, c'est juste un bon rhume. Donc je vous présente notre Romunien Romain Brami. Salut Romain. Salut tout le monde. Notre lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina. Bonjour à toutes et à tous. Et le retour de notre capitaine Orion Cyril Michael du podcast Space Opera. Salut. Trop de bonheur que tu nous rejoignes aujourd'hui. Bonjour. Avant de parler vraiment de Star Trek Picard, on va quand même parler de l'annonce qui est tombée hier. Vous étiez sans doute pas prêts pour une série Starfleet Academy. Ça fait plus de 30 ans que l'idée était sur la table et enfin ça va se faire. Ça a été annoncé hier justement par Alex Kurtzman sur internet. Et donc du coup ça devrait se passer à l'époque de Discovery, donc au 32e siècle. Et sans doute on imagine avec le personnage de Tilly. Donc la showrunneuse ça sera Noga Lando qui donc du coup va s'occuper de la série. Alors on la connaît pas trop, c'est une petite jeune qui commence, mais elle a quand même un sacré CV derrière elle parce qu'elle a quand même bossé sur pas mal de séries et notamment des séries de la CW, mais pas que, elle a aussi fait une série pour Apple TV. Et donc du coup, c'est une habituée justement des séries avec des adolescents, donc on imagine que c'est le choix plutôt bon pour cette série-là qui va forcément s'occuper de jeunes cadets. Et on a aussi, figurez-vous, Tawny Newson qui est donc l'interprète de Mariner dans Star Trek Lower Decks qui fait partie des scénaristes de cette série. Alors pour moi c'est un petit plus d'intérêt pour la série parce que avant je n'avais pas vraiment, mais là voilà j'ai un petit 1. Alors qu'est-ce que vous pensez vous de cette annonce? Est-ce que vous allez la regarder? Pas du tout. En fait je commence à avoir l'effet Star Wars là qui arrive. Avant c'était bien, on attendait tous les 10 ans on avait une nouvelle série. Là tous les 3 mois il y a une série. Je dis pas que je commence à saturer, mais voilà, c'est un peu l'effet Star Wars là. D'accord. Et toi Marina? Je suis d'accord avec Cyril. Effectivement, on commence à saturer, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, tout simplement parce que Star Trek, il faudrait vraiment qu'ils investissent du côté scénario. Parce que du côté Star Wars, mine de rien, avec le Mandalorian, avec Andor, ils font de la très très grande qualité. C'est vraiment du très très haut niveau. Là, il faudrait me prouver qu'avec les nouvelles séries, hormis la 3e saison de Picard, ils ont mis 2 saisons quand même à y arriver, ils n'arrivent pas à me convaincre qu'ils ont mis l'argent dans les scénaristes. Donc même si la personne là que tu as citée, elle a un pédigré qui a l'air intéressant pour une série d'ados, moi je veux de bons scénarios, bonnes séries avec des scénarios qui vont quelque part. Bon, en tout cas moi je suis convaincu pour les scénarios, pour les séries animées en tout cas. Et toi Romain? Non, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, j'en avais déjà rien à foutre à l'époque de Berman, puisque c'est un des plus vieux projets de série. Alors là, pour le coup, le Starfleet Academy, c'était déjà en concurrence avec Voyager à l'époque. Donc non, j'en ai vraiment rien à foutre. Le côté CW dans Star Trek, ça ne m'intéresse pas du tout et je ne regarderai évidemment, puisque je regarde tout, au final, y compris les séries Star Wars d'ailleurs. Mais non, vraiment, c'est le Starfleet Academy avec Section 31, c'est vraiment les 2 projets. Depuis le début, je dis que j'en ai rien à foutre et c'est la vérité. La seule annonce que j'attends maintenant, c'est une suite à Picard dans la timeline de Picard. J'entends, c'est pas tellement une suite à ce qu'il nous raconte dans Picard, mais une suite de cette époque-là de Picard avec pourquoi pas l'équipage du Titan. C'est honnêtement le seul projet aujourd'hui qui m'intéresse. Voilà, moi je suis un peu comme vous sur le papier, mais je me dis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise finalement. Et peut-être que de faire ça au 32e siècle avec entièrement des nouveaux personnages qui seront forcément pas rattachés à des personnages historiques, peut-être que ça va les encourager à sortir un peu les doigts et à trouver justement de bons scénarios. Donc de toute façon on fera des podcasts sur le sujet, de toute façon, même si c'est pas bien, on regardera et on en parlera. On en parlera peut-être pas autant que Picard, mais en tout cas on en parlera.
Donc la série, elle devrait entrer en production l'année prochaine et du coup arriver sur les écrans d'ici 1 an ou 2. Donc voilà, de toute façon, on n'est pas pressé, hein, on a le temps de voir venir. Ah bah Guigui, j'ai l'impression que tu vas mourir d'une minute à l'autre là. J'ai été affecté par le virus des fondateurs. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment Guigui? Est-ce qu'on est sûr que... Posez-moi une question pour voir si c'est moi. Est-ce que mon mind meld pour contrôler mes émotions... J'avoue, j'ai vu des trucs bizarres couler de son nez. C'était vert. Je suis découvert. Avant de parler de l'épisode de cette semaine, on va reparler un petit peu de l'épisode de la semaine dernière. J'avais fait un petit sondage, justement, parce que vous vous souvenez quand même, ça a été un épisode où il y a eu énormément de fanservice. Du coup, j'avais posé simplement cette question sur Twitter. Alors, cet épisode 6, est-ce que au niveau du fanservice, c'était comment pour vous? J'ai 75% des gens qui m'ont répondu super, c'est que du bon. J'ai eu 7,5% qui ont répondu de toute façon, j'ai pas la ref, alors pour moi, peu importe. Et quand même 17,5% qui ont dit qu'il y avait trop de fanservice. Donc la conclusion est que quand même, finalement, trop de fanservice n'a pas tué le fanservice, a priori, dans le dernier épisode. Moi, ça fait du bien, le fanservice, sérieusement, pour les fans de la première heure, comme nous tous. Mais quel kiff cet épisode, c'était franchement top. Non, il en faut parfois. C'est vrai. D'ailleurs, on a Corentin sur notre site podcast.lecadranpop.fr qui nous dit bonjour l'équipe, merci pour vos épisodes, j'aime beaucoup cette saison et je trouve qu'elle éclipse très largement les 2 premières. Alors lui, il a beaucoup aimé donc l'épisode de la semaine dernière et il nous dit qu'il a beaucoup aimé le dynamisme entre les personnages. Par contre, je pense qu'on arrive dans les limites de l'exercice pour les néophytes. Je ne connais Star Trek que par les films, tous les films, et les séries récentes, et je commence à être un peu perdu dans les références sur la nouvelle génération Deep Space Nine et Nemesis. Faut dire que Nemesis est le seul film dont je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je pense que je vais prendre le temps de regarder la nouvelle génération et Deep Space Nine pour me remettre ensuite dans Picard. Est-ce que vous auriez un guide de visionnage pour regarder que les épisodes importants? Alors merci encore pour votre émission, j'espère pouvoir venir vous voir au Club de l'Étoile au mois de juin. Merci Corentin, on espère te voir aussi là-bas. Alors effectivement, on avait fait une liste avant la saison 3 de Picard qui s'appelait que voir avant la saison 3 de Picard. Donc c'est sur notre site internet, je vous invite à aller le voir, c'est sur podcast.lecadranpop.fr. Et du coup, tu pourras même rajouter la liste d'épisodes que Romain avait rajouté quand il parlait pour l'épisode 5 avec Rola Ren, parce qu'on avait, du coup, comme on savait pas que ce personnage-là allait revenir, on n'avait pas inclus les listes d'épisodes dans lesquelles elle apparaissait, donc du coup, tu peux rajouter cela. Donc je t'invite à réécouter le podcast sur l'épisode 5. Et sinon, pour faire le tour du Dominion, c'est quasiment impossible, il faut voir tout Deep Space Nine. Désolé, mais en même temps, l'arc du Dominion sur Deep Space Nine, c'est le meilleur arc qui ait jamais existé dans Star Trek. Alors quand je dis arc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'arc avant, c'était assez nouveau avec Deep Space Nine, le côté feuilletonnant. Maintenant, malheureusement, on en use, on en abuse, mais dans Deep Space Nine, c'était vraiment innovant. Sincèrement, j'aurais pas l'impression de desservir quelqu'un en lui conseillant de regarder l'arc du Dominion dans Star Trek Deep Space Nine, parce que c'est à peu près ce qui s'est fait de mieux en storytelling. Ouais, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, justement, on a Francesca sur Twitter qui nous dit sur la question de savoir si les primo-watchers de Star Trek auraient pu quitter le navire sur cet épisode, donc l'épisode de la semaine dernière de Picard. Moi, perso, ça m'a fait commencer Voyager aujourd'hui. Donc voilà, finalement, mission accomplie pour Terry Matalas. Moi, je crois beaucoup à ça, quand même, malgré tout, parce que c'est vrai que, tu sais, quand ils avaient commencé à faire des films Star Trek, dans les années 80, il y avait toujours cette peur de se dire « Ah, mais si on fait des trucs qui sont trop collés à des épisodes, etc., on risque de perdre des gens, des newcomers, etc. » Et au final, c'est toujours l'inverse qui s'est passé. Et c'est marrant parce que cette conversation est revenue à chaque fois. Quand Abrams a fait ses films, on a eu cette conversation. Quand Disco est arrivé, Quand je dis qu'on a eu cette conversation, c'est que les créateurs eux-mêmes disent on fait très attention, etc., etc. Alors qu'en fait, tu regardes Wrath of Khan, meilleur film Star Trek, unanimement considéré comme tel, inspiré d'un épisode de Star Trek. First Contact, meilleur épisode de Next Generation, directement, c'est même la suite carrément d'un épisode de Star Trek. Et finalement, tu vois, ça se poursuit. Et cette saison de Picard, je pense que, même si aujourd'hui on va être, à mon avis, peu optimiste, en tout cas peu positif, c'est certainement la meilleure et c'est certainement celle qui s'accroche le plus au wagon. Donc moi, en effet, je pense qu'il faut pas avoir honte de ton héritage. Et si ça passe, au contraire, ça encourage les gens à regarder, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, justement, on va faire un petit tour de table sans spoiler pour parler de cet épisode de cette semaine. Comment vous avez trouvé l'épisode? Et pour toi, Cyril Michael, une question en plus. Comment t'as trouvé la saison de Star Trek Picard jusqu'à maintenant, la saison 3? Globalement, c'est la meilleure des trois. Enfin, il n'y a pas à tortiller, quoi. Chaque épisode, effectivement, il y en a pour les fans. Il y en a assez pour les fans pour qu'on soit là dans notre canapé avec le coussin sur le torse en mode « Oh putain, j'ai reconnu, j'ai compris !» Et puis pareil, ça, pour les fans, quand on a vu là le NX Refit, bref, on sent que ça veut nous faire plaisir et que ça nous oublie pas, et ça reste accessible, à part avec l'épisode d'aujourd'hui, ça reste accessible aux
aux néophytes, je vois autour de moi les gens qui regardent un peu, ils me posent pas trop de questions. Ils arrivent à suivre, ils comprennent pas pourquoi on envoie des grands-pères dans l'espace, mais dans l'idée, ils accrochent assez au délire, quoi. Et puis pour l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai trouvé, j'avais envie de dire intense, mais en fait, j'ai plutôt envie de dire très cloisonnant. Tu sens qu'il était très étouffant cet épisode et que on attendait des grandes révélations et ça commence à... Ces grandes révélations sur le Jack Crusher, ça commence à traîner un peu, quoi. Et j'ai ma petite idée de quelque chose. Maintenant, on verra s'il y a des suppositions plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui. Après l'épisode avec les événements cataclysmiques du dernier épisode justement, j'ai un peu le sentiment que c'est retombé comme un soufflé. Donc j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à ce que l'épisode continue sur sa lancée. Parce que vraiment, je crois qu'on allait de scène en scène où il y avait du fanservice, c'était intense, ça a fini par un cliffhanger et tout. Et puis là, je me suis dit, mais déjà, j'étais là, mais pourquoi il n'y a pas de Diana Troy dans le résumé? Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Et il y avait de bonnes scènes, il y avait de bonnes idées, mais est-ce que ça a été bien exécuté? Rien n'est moins sûr. Il y a 2-3 trucs que j'ai bien aimés, un peu plus, hein, là je fais la fine bouche, mais honnêtement, à côté de l'épisode de la semaine dernière, il y a des trucs à redire. Ouais, j'avais fait un peu exprès que tu sois dans ce podcast-là parce que je me doutais que Marina Sirtis, donc qui joue Troy, serait là. Et finalement, manque de bol, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et toi, Romain ? Ouais, non, moi à chaque fois que je viens dans le podcast, c'est pour dire de la méchanceté, alors qu'il y a plein d'épisodes que j'aime en plus, c'est ça qui est le pire. Mais pour moi, c'est l'épisode le plus faible de la saison, de manière très nette en plus. C'est-à-dire que il y a des épisodes que je critiquais, mais il y avait des choses qui fonctionnaient bien. J'avais été assez critique sur l'épisode de Raw, mais il y avait quand même le simple fait de revoir Raw et certaines conversations avec Picard fonctionnaient bien. Là, je trouve que rien ne fonctionne. Je trouve que ça se traîne en longueur de manière assez inexcusable dans une saison de 12 épisodes à 3 épisodes de la fin. Et ça, vraiment, je le pardonne pas. Et il y a des scènes en particulier que j'ai vraiment trouvé gênantes, voire totalement embarrassantes, voire un petit peu honteuses. On va avoir l'occasion d'y revenir. Donc ouais, non, j'en suis sorti vraiment extrêmement déçu, mais vraiment déçu et en colère. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est le plus mauvais épisode de la saison, je trouve aussi. Et effectivement, à chaque fois que t'es là, c'est pour râler, parce que l'épisode est pas bon. Et du coup, ça fait un peu flipper parce que tu seras là dans les 2 derniers podcasts, donc sur les 2 derniers épisodes, donc ça veut dire qu'on est dans la merde, quoi. Écoute, ça peut pas être pire que... Je pense que ça peut pas être pire que celui-ci, mais c'est vrai que cette impression de voir un épisode filler, moi je trouve ça intolérable. Filler, donc terme de geek pour dire un épisode de remplissage en attendant de mieux avancer. Je trouve ça quand même vraiment inexcusable dans des saisons aussi courtes. Voilà, avec des saisons aussi courtes et en plus avec tout le cast de Next Gen réuni, franchement réussir à faire des épisodes filler, je trouve ça vraiment lamentable. Je pense pas que c'est vraiment filler, hein, dans le sens où on l'entend généralement, parce qu'un truc filler, c'est en général une histoire un peu à côté, une histoire B, etc. C'est simplement que là, effectivement, on commence à patiner, mais malgré tout, on a des avancées dans l'histoire. Mais de toute façon, on va en parler tout de suite, parce qu'on rentre dans la zone spoiler. Red alert! We also know about your evolved physiology. What about your son? Do you know all about his physiology? What do you want with Jack? Me, nothing. Answer the question. He's not for me. We could bond over that, since he was never really for you either. What the hell does that mean? Captain Vadek, I will speak plainly. There is no escape for you. Your best hope is to be forthcoming. True, my understanding recognizes the travesty of the Dominion War. Do not compare the atrocities committed by your side to the warfare executed by mine. There never would have been a war had the changelings not initiated it. Necessity. Solids like you were coming, and you ruin every world you touch. Name one. Mine. We were barely out of the gates of war, and your Federation turned to genocide. A virus. We gave your people a cure. Is that the tale of your history books? You created a cure, yes. But Starfleet voted not to give it to us. One of our own had to steal it.
Would you like to hear more about where my appetite for your brutal, inevitable extinction comes from? I got it from Starfleet. You gave me the ability to mimic your blood, hold my form, pass every test. And you did so while inflicting more torment on me. Warning. Alors, donc l'épisode numéro 7 qui s'appelle tout simplement Dominion, écrit par Jen Maggs et réalisé par Deborah Kappenmeyer. On va voir dans cet épisode que Picard est acculé et sans option, et puis du coup il va mettre en place un piège pour Vadic, pour la capturer et l'obliger à lui révéler ses véritables intentions. Un pari qui va mettre le Titan dans le collimateur, et puis il va forcer donc Picard et Beverly à remettre en question tous les codes moraux qu'ils n'ont jamais eu. Au final, du coup, ce sera l'arroseur arrosé de la pire manière qui soit. Donc ça, on va en parler, hein. Romain, ne t'inquiète pas, suis le conducteur pour une fois, on en parlera. Mais d'abord, on va parler donc du pré-générique avec une grosse surprise. Qui moi m'a été spoilé, j'étais un peu dégoûté parce qu'en fait on a ce pré-générique, on voit donc Tuvok qui est désormais capitaine d'un vaisseau, qui a une conversation avec Seven, et on se rend compte que Tuvok a été lui-même remplacé par les changeants, et donc une scène plutôt cool qui donne en fait comme intérêt, hein, contrairement à ce que disait Trek Media sur Twitter, lui il trouvait que c'était simplement du fanservice. Oui, c'est du fanservice parce qu'on revoit un personnage de Star Trek Voyager, mais en plus de ça, ça montre clairement que Picard et le Titan, l'équipage du Titan sont complètement isolés et qu'il n'y a aucun moyen d'appeler quelqu'un d'autre à l'aide. Il n'y a que eux qui vont se démerder, donc il n'y a que eux qui vont pouvoir save the day. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène et d'avoir revu Tuvok avec ce petit sourire malicieux? Bon, elle était sympa cette scène, mais et en fait, moi, j'ai pas du tout essayé de spoiler parce que je suis restée très loin de Twitter et de. Généralement, j'essaie d'éviter le jeudi et le vendredi. Moi, je me suis fait avoir. Je voyais les petits signes entre l'équipage. Je me dis ouais, c'est bon, il est bon et tout. Et puis à la fin, voilà, j'ai trouvé la scène sympathique. C'est pas ça qui m'a dérangé dans l'épisode. J'ai trouvé que Jeri Ryan s'en sort très très bien. C'est vraiment une actrice qui a été complètement sous-estimée. On s'est trop focalisé sur son physique et franchement, elle est excellente. On continue, hein, Marina, je te rassure. On continue de se focaliser sur son physique, mais elle est bien, c'est vrai. Non, mais moi je la trouve canonissime. Alors, je voudrais mettre un hiatus dans Boston Public. Elle était pas mauvaise. Hein. Elle était super, ouais. Je me souviens quand j'étais jeune, je lisais SFX. Il parlait que de son physique. Toutes les revues disaient qu'elle avait été rajoutée au cast de Voyager pour ajouter le petit côté sexe et tout ça. Honnêtement, moi à l'époque, ça m'avait un peu énervé qu'il l'ait rajouté et tout ça. J'avais vu que ça. Et honnêtement, mais là, j'ai revu des épisodes de Voyager et mes épisodes préférés de Voyager sont avec elle. Et elle est bien au-dessus de son physique. Elle joue très bien. Elle est très très bonne dans ses scènes et elle a juste cette malheureuse scène au début. Mais qui est très bonne. C'est une des meilleures scènes. Une des meilleures scènes de l'épisode, je suis d'accord. Ouais, moi je suis d'accord aussi, je trouve que c'est la meilleure scène de l'épisode. Je trouve que je comprends pas trop le reproche de fanservice. Déjà, je trouve que c'est un reproche idiot d'une manière générale. Mais là, ça, forcément, quand t'es isolé, quand t'es parano, tu te retournes vers les gens qui te sont le plus proches. Donc dans le cas de Seven, c'est forcément Tuvok, le Captain Janeway, dont il est fait référence maintes fois dans cette saison, etc. etc. Donc moi, comme l'a fait Picard avec le crew de Next Generation, Seven le fait avec le crew de Voyager, je trouve ça vraiment parfaitement normal, et je trouve la scène bien menée avec un double twist, plus la musique, on va en parler, mais la musique de l'épisode est vraiment bien. Mais là, de nouveau, ils t'introduisent la musique comme élément scénaristique, puisque quand on croit que Tuvok est vraiment Tuvok, d'un seul coup, t'as le thème de Voyager qui retentit et tout. Je trouve que cette scène est vraiment très cool pour le coup. Par contre, je finis là-dessus, par contre, en effet, c'est assez lamentable que Paramount soit à ce point je m'en foutiste de sa clientèle internationale pour ne même pas attendre 24 heures pour balancer les captures d'écran, les machins en full screen sur YouTube, sur Twitter, enfin vraiment sur toutes les plateformes réseaux sociaux. C'est quasiment impossible si tu ne regardes pas, ce qui est mon cas heureusement, hein, mais je pense à toi Guigui et je pense à pratiquement tout le monde autour de cette table. Si tu regardes pas l'épisode le jeudi à 9h du matin heure française,
c'est quasiment impossible de pas te faire spoiler, ou alors il faut en effet couper entièrement ton ordinateur pendant 24 heures, et je trouve ça vraiment vraiment pénible parce que tu sens que dans les 3 derniers épisodes ça va pas s'arrêter là, qu'il va y avoir d'autres révélations, aussi bien scénaristiques mais également des guests et tout, et franchement ça me fait chier de me dire que voilà, vous allez tous vous faire spoiler 24 heures à l'avance, c'est lamentable en fait, je trouve ça vraiment lamentable d'un point de vue marketing et communication. Mais en tout cas, il n'y a pas que le public international, hein. Il y a aussi des Américains qui, eux, n'étaient pas disponibles pour regarder l'épisode dès qu'il sortait sur Paramount+, donc qui voulaient le regarder quelques heures plus tard. Non, mais moi, je mate l'épisode à 9h le jeudi, heure française. Ça veut dire qu'il est 3h du matin à peu près aux États-Unis, East Coast, il doit être 3h du matin. Je te jure qu'à 11h, t'as déjà les premières photos qui arrivent sur Twitter. Ça veut dire qu'il est 8h du matin aux États-Unis, quoi. C'est abusé. Donc, c'est délirant, en fait. Même les quoi. Américains se font spoiler comme c'est pas possible, quoi. Donc, ouais, moi, je comprends pas du tout. D'ailleurs, vu le tollé qu'ils sont pris sur Twitter et puis sur pas mal d'autres réseaux sociaux, j'ose espérer que pour les semaines à venir, ils ont compris la leçon et qu'ils vont arrêter de nous mettre des spoilers directement comme ça, quoi. Et toi, Cyril Michael, qu'est-ce que t'as pensé de cette scène ? Bah, moi, ça m'a fait plaisir de revoir Tuvok. J'ai juste eu un petit bug parce que dans le futur qu'on nous présentait de Voyager et le futur notamment de Tuvok, il devait être sénile ou souffrir d'une maladie. Un peu... et pendant tout le long, je me suis dit, tiens, on nous avait pas vendu ça. Alors après, peut-être qu'ils ont oublié ou peut-être qu'on l'a réparé au fur et à mesure, quoi. Mais bon, c'est la seule chose qui m'a un peu gêné. Mais oui, je me suis laissé... comme tout le monde, hein. J'étais trop refait de voir Tuvok, j'étais trop refait d'entendre parler de l'amiral Janeway, et puis je me suis laissé avoir comme tout le monde. Ouais, mais d'ailleurs justement, Romain, tu ne ferais pas un petit point Tuvok tant qu'on y est ? Rapidement, parce que j'ai pas poussé complètement mon analyse, hein, je suis désolé Guigui, mais Tuvok, personnage régulier de la série Star Trek Voyager, rôle important dans le pilote en particulier, puisque Tuvok, Star Trek Voyager, ça raconte l'histoire d'un vaisseau de Starfleet qui est propulsé à l'autre bout de la galaxie dans le cadran Delta, et qui oblige un équipage de Starfleet à collaborer avec un équipage du Maquis. Donc le Maquis, on en avait parlé avec Rolaren, c'est donc ces terroristes pro-Bajoran, anti-unification avec Cardassia, etc. Donc personnage très 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 important. Personnage aussi important parce que mine de rien, Voyager c'est la 4e série Star Trek et c'est le deuxième, Tuvok est seulement le deuxième personnage régulier vulcain après Monsieur Spock, hein, on l'a un petit peu oublié, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de Vulcain dans Next G régulier, il n'y avait pas de Vulcain dans Deep Space Nine, donc c'est aussi le retour des Vulcains dans un premier rôle dans Star Trek. Et aussi personnage important pour moi parce que je trouve que Voyager a des problèmes dans son main cast, je trouve qu'il y avait des personnages qui manquaient cruellement de charisme. C'était pas le cas de Tuvok, je trouve que c'est un des personnages qui s'impose le plus rapidement et qui est le mieux réussi. Il va avoir plusieurs relations au cours de l'histoire, au cours des 7 saisons de Voyager, mais une en particulier avec le Nilix qui est un peu le comic relief de la série, qui est le cuisinier extraterrestre du vaisseau. Donc Tuvok lui est très froid, etc. Nilix est très exubérant. Ça va donner des rencontres assez intéressantes. Il y a 2 épisodes que je suis obligé de citer si on parle de Tuvok. Il y en a un qui est très très sympa et qui en dit plus long sur son passé. C'est un épisode qui avait été fait pour les 25 ans de Star Trek ou les 30 ans de Star Trek, je confonds toujours, qui s'appelle Flashback. 30 ans, voilà, c'est ça, pour les 30 ans de Star Trek, qui s'appelle Flashback, où on se rend compte, c'est un épisode qui avait en guest star Sulu, Hikaru Sulu, donc George Takei, et tout le cast qui était quasiment tout le cast en tout cas, du vaisseau Excelsior qu'on voyait dans Star Trek 6, puisqu'on se rendait compte que Tuvok faisait partie de l'équipage de l'Excelsior et qui reportait à Monsieur Sulu. Donc épisode excellent, hein, pour le coup. Il porte bien. Alors là, on parle de fanservice, là c'était vraiment l'apothéose du fanservice, mais moi j'adore vraiment cet épisode. Il y a eu 2 épisodes qui étaient sortis pour les 30 ans, il y avait celui-ci chez Voyager et Trials and Tribulations sur Deep Space Nine. Les 2 épisodes doivent être vus absolument. Le deuxième épisode, c'est peut-être l'épisode le plus connu de Voyager, ou en tout cas celui dont on parle le plus, dont j'ai oublié le nom. Tuvix. D'ailleurs. Il s'appelle Tuvix l'épisode, j'avais un petit doute. Ouais, il s'appelle Tuvix. C'est justement, je vous parlais de la relation de Tuvok avec Nilix. C'est un épisode où, suite à un accident de transporteur, Tuvok se retrouve fusionné avec Nilix et crée une nouvelle forme de vie qui n'est ni Tuvok ni Nilix. Et tout le dilemme moral de cet épisode, c'est que finalement, il me semble assez rapidement, mais peut-être je me trompe, on trouve une solution pour les départager en quelque sorte. Sauf que les départager, ça voudrait dire donner la mort à Tuvix, qui est une nouvelle forme de vie lui-même. Donc le choix auquel est confronté Janeway, c'est de savoir est-ce que finalement elle garde Tuvix ou est-ce qu'elle récupère Tuvok et Nilix.
Ça a l'air de rien comme ça a l'air un peu con quand je le décris, mais pour le coup, c'est vraiment la quintessence de Star Trek quand en termes de questions morales et de choix moraux auxquels est confronté un équipage dans une série de science-fiction. D'ailleurs, ça manque cruellement à on va en parler après, mais il y a une scène qui est à peu près l'opposé de ça et qui est complètement débile dans l'épisode de ce soir. C'était pas le cas de Tuvix, qui est un épisode très intelligent, et bien que je suis assez critique de Voyager en général, cet épisode mérite d'être vu. On n'avait pas trop de nouvelles de Tuvok depuis la fin de Voyager, on n'a pas trop de nouvelles de personne. Il me semble qu'il fait un guest dans Lower Decks, mais je me trompe peut-être, les gars, je sais pas si vous vous souvenez. Peut-être je me trompe, je sais pas, il me semblait l'avoir vu en version cartoon. Pour la petite histoire, Tim Russ a aussi joué dans des fanfictions. Vous savez, ces fanfictions à gros budget qu'ils ont fait aux États-Unis, où on voyait Chekhov reprendre son rôle, on voyait Uhura reprendre son rôle, etc., etc. Donc il avait repris son rôle de Tuvok, mais dans des fictions non canon qui circulent un peu sous le manteau maintenant parce qu'elles ont été interdites par Paramount. Ouais, c'était dans Renegade. Renegade, exactement. Elles n'ont pas été interdites par Paramount, elles ont été réglementées. Donc c'est juste que maintenant tu peux plus en faire autant que tu veux, comme tu veux, mais elles sont toujours tolérées par la Paramount. Et effectivement, Tim Russ, l'acteur qui joue Tuvok, a toujours été plutôt attaché à Star Trek, et puis du coup à vouloir participer à ce genre de fan projet. Et on l'a vu aussi dans la saison 2, je crois, de The Orville. C'est un acteur, c'est un bon acteur, c'est-à-dire Tim Russ. Je trouve que même là, tu le vois dans la petite scène qu'il a, je trouve que c'est quand même un acteur qui a beaucoup de subtilité dans son jeu. Voyager, c'était pas toujours le cas, hein. Je veux pas te tirer dans des ambulances, mais c'est vrai qu'il y a des personnages comme Kim ou Kess, il y a quelques personnages comme ça qui étaient un peu maladroits, un peu faibles. Tuvok, tu sentais que il avait le calibre pour jouer, il avait un calibre pour moi d'être un acteur de Next G ou de Deep Space Nine, quoi, sans aucun problème. Et la différence de Spock, lui c'était un total Vulcain, contrairement à Spock qui est métis, mi-Vulcain, mi-humain. L'acteur joue 2 fois les brigands, une fois dans TNG et une fois dans DS9. C'était marrant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait la blague hier, comme tout le monde a été spoilé par Paramount, qui disait "But maybe", mais peut-être que ce n'est pas Tuvok, il reprend peut-être son rôle du brigand dans Next G. Et d'ailleurs, il me semble aussi que dans Star Trek Génération, on le voit sur la passerelle de l'Enterprise B. Pas dans le rôle de Tuvok, hein. Dans le rôle d'un oui, il me semble, ouais. Oui, c'est possible. Ouais. En figurant. Donc ouais, c'est un gars qui a essayé plusieurs fois visiblement de percer dans Star Trek, et finalement il a réussi. Donc on va avancer un petit peu. Alors on a une petite scène de réunion bien sympathique entre Picard, Laforge et Crusher, qui font donc un point de situation et qui répètent un peu ce qu'on avait compris l'épisode précédent. Et on a Crusher qui commence déjà à avoir des petites envies de génocide comme ça, tranquille, mais on va en reparler tout de suite après. Ensuite on a un point data où on nous répète aussi ce qu'on avait déjà compris de l'épisode précédent, c'est-à-dire avec la partition des personnalités où il y a donc Data, Lore qui s'affrontent, et puis donc il y a juste en backup de mémoire Before et Song. Mais les deux et là, elle a disparu. Tu remarques, oui, là, elle est citée dans l'épisode précédent, là, elle n'existe plus du tout. En fait, c'est Song, dans son message, il parle de Lal, mais en vérité, on dit qu'il n'a pas eu le temps de terminer. Donc peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'intégrer les souvenirs de Lal, en fait. Ça fait partie des trucs qu'en effet, cet épisode répète beaucoup de choses qui ont été dans l'épisode d'avant, mais en moins bien. C'est un choix scénaristique qui a été fait dans cet épisode. Ouais. Parce qu'en fait, ça rappelle un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que... Bon, pour moi, c'est pas un filler, parce que pour moi, un épisode filler, c'est pas ça. Mais c'est vrai que là, on est dans du remplissage, purement et simplement, quoi. D'ailleurs, l'épisode est moins long que les épisodes précédents. C'est pas un filler, mais c'est du remplissage. Nos amis anglophones vont apprécier, je pense. Marie-Paul rira beaucoup à cette phrase. Ensuite, donc, on a une scène entre Vadik et son boss dont on a une information quand même qui est intéressante, c'est que d'après ce qu'on peut comprendre de ce que dit cette espèce de visage mystérieux, ce boss-là n'est pas un changeant, ou en tout cas pas un changeant qui est comme Vadik, puisqu'elle elle dit un truc du style, elle parle de leur nature à eux, donc ça sous-entend qu'elle n'en fait pas partie. Donc je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un vilain qui n'a rien à voir avec le Dominion et qui serait un vilain qu'on connaît, ou c'est encore autre chose à votre avis? Après, avec ce qu'on apprend après dans l'épisode... Est-ce qu'on peut pas comprendre plutôt que c'est une dichotomie entre un changeant pur et les nouveaux changeants hybrides dont est constitué Vadik, en fait? Peut-être, c'est pour ça que je pose la question. Là-dessus, moi je me dis que c'est pas possible. Pour moi, Vadik, c'est pas un méchant au niveau de Khan, si on doit parler de grands méchants de Star Trek. Elle veut quand même se venger et tuer tout le monde après qu'on lui ait fait... Mais elle a l'air d'une folle. Honnêtement, je peux plus, quoi. Les méchants comme ça, qui ont l'air de fous furieux, je suis désolée, dans la réalité, ce sont des gens très posés, qui ont des plans, qui ont...
et pas des méchants de serial. Et il se trouve que hier, chez mon kiné, j'en ai discuté. On a discuté de la grande scène de Watchmen où Ozymandias est en train de raconter son maître plan au hibou et à Rorschach. Je dois dire que franchement, par moment dans cet épisode, je me suis dit non, c'est pas possible. Depuis 1985 et l'apparition de Watchmen, mais c'est pas possible que le méchant il commence à raconter tout son plan et à... Elle raconte pas son plan. Non, elle raconte ses origines. C'est pas pareil. En plus, d'ailleurs, ça me fait marrer parce que t'as Picard, il dit oui, on sait à peu près ce que vous voulez faire. Ah, mais je suis désolé. Picard, il pense qu'ils veulent utiliser son corps pour avoir un double génétique parfait et tout. Je suis pas certain que ce soit vraiment ça qu'ils ont en tête. Le problème, c'est que c'est mal écrit. Tu vois, par exemple, on prend l'exemple d'Ozymandias. Ça, c'est un méchant. Il est pas là en train de se frotter les mains et de se tordre la moustache, en train de dire je vais faire ci, je vais faire ça, et puis j'ai l'air d'un fou furieux. Ozymandias, il est calme, il est carré, il a son plan. Tu vois, là, j'en peux plus de ces méchants qui ont l'air de fous furieux. Il n'y a pas un méchant. Khan, au début de la colère de Khan, il est quand même posé, il est quand même... Bon. Ouais, mais alors attends, c'est pas la même chose, parce que Vadik, c'est pas la vilaine... C'est pas celle qui est au sommet de la pyramide, elle est subordonnée à quelqu'un. Donc, c'est pas la même chose. J'espère qu'il y a quelqu'un au-dessus qui est un peu plus posé et un peu plus maître de ses nerfs. Mais moi, c'est un peu l'inverse de toi, justement, Marina. Je trouve que c'est trop compliqué, en fait. Je trouve que le plan est trop compliqué. Justement, Khan, c'était simple. Il voulait se venger. Il s'était senti trahi par Kirk, à cause de Kirk, qu'il avait perdu toute sa famille, sa femme et tout. Là, tu vois, Vadik, ils auraient pu en faire la grande méchante. Moi, je trouve que les justifications qu'ils donnent dans cet épisode sont largement suffisantes à en faire la grande méchante. Moi, au contraire, je suis beaucoup plus inquiet, justement, par ce personnage. On est à 3 épisodes de la fin. On n'en sait rien. Qu'est-ce que va être le reveal? On sait qu'a priori, il n'y aura pas de cliffhanger, puisque la série est censée s'arrêter. Elle a toujours été censée s'arrêter. Donc, tu vois, moi, ça me rappelle un peu, on parlait de Star Wars avec Cyril tout à l'heure, ça me rappelle un peu Snoke, en fait. C'est-à-dire toujours ce besoin, tu vois, d'avoir des méchants au-dessus des méchants, parce qu'on a peur que le méchant principal soit pas assez méchant et tout. L'effet Stargate. Ouais, c'est ça. Et je suis pas sûr que ce soit nécessaire, en fait. Finalement, Vadik, ça aurait pu être la nouvelle Khan. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que, bon, oui, elle est un peu excessive dans son jeu, mais moi, je la trouve plutôt réussie. Et puis, ses motivations, bah là, putain, elles sont... Là, ce qu'on va découvrir dans l'épisode, elles sont au moins suffisante, hein, parce que quand même malgré tout dès Deep Space Nine c'était quand même gênant cette histoire de virus d'un point de vue machin. Moi au contraire je suis beaucoup plus inquiet par justement cette story B, C, D, E, F, je sais pas combien on est, du méchant au-dessus des méchants. Bon, alors peut-être le reveal va être cool, hein, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est, tu vois, Captain Archer, je sais pas, la guerre temporelle, ça fera plaisir à Guigui, j'en sais rien. Mais tu vois, on est à 3 épisodes de la fin, donc on peut déjà dire que ça va être bâclé, d'une certaine façon. Et bah ouais, non, ça sert à rien. Alors moi, pour me faire plaisir, il faudrait que ce soit la fille de Tasha Yar, la Romunienne Sela. Ouais, c'est là. Mais tu vois, même si c'est Sela, ce qui sera pas le cas, hein, je pense pas non plus. J'en suis absolument convaincu. Mais même si c'est là, on va la prendre un épisode avant la fin, tu vois, donc ça va servir à quoi finalement? Enfin, il y aura quoi comme avec la musique point. C'est ça. Alors, juste, est-ce qu'on retournerait pas au basique? Pour revenir à la question de Guy, qui était qu'est-ce que c'est que cette forme là qui donne des ordres? Moi, je suis persuadé. Alors, faut pas oublier une chose. Les changeants, les métamorphes là, ils ont envoyé des centaines d'enfants dans l'espace pour explorer l'espace. Donc, dans l'épisode Arrivement, on en parlera peut-être tout à l'heure, on trouve, il y avait vous savez, les petites vasques là, où il y avait des changeants qui ont été torturés. Voilà, et donc c'est peut-être des gosses qu'ils ont récupérés, et durant la guerre du Dominion, ils ont compris ce que c'était, quoi. Parce qu'ils trouvaient Odo sous la même forme hein, dans un épisode, et Odo en trouvait aussi lui de son côté. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas aller rejoindre le grand flux, étant donné qu'ils sont malades et contaminés, et qu'il y a une faction, on nous l'explique un petit peu là, dans le 3e épisode, je crois. On nous explique qu'il y a une faction de changeants. Alors, on ne dit pas s'ils sont restés du côté du quadrant alpha ou s'ils viennent du quadrant gamma, mais on nous explique qu'il y a une faction de changeants qui n'est pas d'accord avec le traité de paix. Et c'est peut-être cette faction-là de changeants qui a décidé de reprendre ses mutants. Ça, on le sait, puisque c'est Worf qui nous le dit, que voilà. Odo l'a averti, il y a une faction qui n'est pas d'accord avec la paix qui a été faite, etc. Mais t'as tout à fait raison là-dessus, mais par contre, Vadik dit dans cet épisode qu'elle est retournée au grand flux pour avertir les autres et qu'elle a rameuté d'autres personnes parce qu'elle est capable de donner les pouvoirs qu'elle a acquis, c'est-à-dire de se changer complètement. Et du coup, elle a transmis ça aux 8 autres qui étaient captifs avec elle. Et d'après ce que j'ai compris, faudrait que je revoie l'épisode, mais elle est retournée dans le grand flux en convaincre d'autres. Donc,
potentiellement ils reviennent du gamma. Par contre, simplement là, c'est la temporalité. Ce qui compte, c'est la temporalité de ces événements. À quel moment ça arrivé? Est-ce que c'était pendant la guerre contre le Dominion, ce que je trouverais ça plutôt cohérent et plutôt sympa, ou est-ce que c'est après? Et est-ce que je trouverais ça un peu moins bien? Ils résolvent une énigme qu'on avait, c'est comment est-ce qu'ils ont créé le virus. Alors, dans DS9, on nous expliquait que c'est parce qu'Odo était rendu sur Terre et que la section 31 en avait profité. Mais là, on voit qu'ils bossaient depuis un petit moment là-dessus quand même, quoi. Bah, moi, je trouve ça plus intéressant. Et d'ailleurs, justement, c'est un débat que j'ai eu beaucoup sur Internet aujourd'hui avec des personnes qui trouvent que cette histoire est complètement... ça va pas du tout, que la section 31 peut pas avoir fait ça, etc. Donc, qui prêtent même une sorte d'angélisme à la section 31. Mais pour moi, la section 31, c'était limite d'être des nazis quand même de base. Hein. Même s'ils avaient créé un antidote pour faire pression, sans doute, ils avaient quand même prévu de génocider quand même les fondateurs, donc le Dominion. Et puis, vu leurs actifs, leur façon de procéder dans les épisodes où on les a vus faire, dans Deep Space Nine, pour moi, les gars, ils sont tout à fait capables de faire ça. Après, il y a des gens qui disent oui, alors ils ont infiltré Daystrom, Daystrom était forcément au courant, Starfleet aussi, donc ils sont complices. Non, pour moi, la section 31 est tout à fait en capacité, d'ailleurs c'est son mode opératoire, d'infiltrer, de noyauter d'autres organismes pour leur faire des choses dont finalement les personnes qui travaillent pour eux ne sont peut-être même pas conscients. Bashir, il est super intelligent, donc c'est pour ça qu'il a réussi à retourner le truc, mais je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui ont travaillé pour la section 31 sans s'en rendre compte en fait. Par exemple, la nana qu'on voit dont Vadik a pris l'apparence, peut-être elle n'était pas au courant de ce qu'elle faisait précisément. Enfin, tant que c'est pas dit, on peut tout imaginer et pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Je sais pas. Mais d'ailleurs, pour moi, c'est un petit peu le problème de la nouvelle section 31, c'est-à-dire que la section 31 de Deep Space Nine fonctionnait bien parce que vraiment, c'était le secret dans le secret, dans le secret, dans le secret, si tu veux. C'était vraiment une organisation dont personne n'avait la connaissance, en fait. Ce qui leur permettait non seulement d'être complètement sous le radar, mais en plus d'être moralement extrêmement, j'allais dire ambigu, mais le mot n'est même pas bon. D'être gris foncé, gris très foncé. Oui, c'est ça, ils étaient marron-noir, quoi. Là, le problème, c'est que maintenant, vu depuis l'arc Kurtzman qu'on te fait de la section 31 quasiment les services secrets de Starfleet, qu'ils n'ont jamais censé été être, hein, c'était pas le MI6, c'était le MI7 ou le MI8, en fait, si tu veux, la section 31, ça devient beaucoup plus problématique, parce que ça veut dire, ok, c'est les services secrets, c'est la CIA, et du coup, Starfleet est total fait ok à ce que sa CIA torture, je sais pas ce qu'ils font, crée des virus, etc., etc. Et c'est là, je trouve que cette nouvelle vision de la section 31 remet tout en question. Mais pour moi, c'est pas nouveau, justement, parce que dans leur Deep Space Nine, c'était déjà le cas. Starfleet était carrément au courant de ce que faisait la section 31 et ça les dérangeait pas tant que ça quand ça servait leur truc. T'avais l'amiral avec qui Sisko était là tout le temps, il avait l'air de dire « Oh ouais, c'est vrai que c'est pas sympa quand même ». Mais en vrai, il avait pas l'air, mécontent des événements. Et quand Bashir et O'Brien, ils essayent de trouver, de travailler sur un vaccin pour aider Odo, parce que c'est eux qui découvrent qu'en fait, le virus a été créé de toutes pièces et qui tombe pas du ciel. Là, ils se confrontent quand même à des gens de Starfleet qui leur disent carrément non. Et je veux dire, il y en a qui savaient, et qui non, mais c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais vraiment l'impression en regardant Deep Space Nine, et peut-être que c'était une mauvaise interprétation alors, mais que la section 31, c'était inconnu de 99,999. C'était le syndicat dans X-Files, si tu veux, pour parler d'une référence que tu comprends bien. C'est complètement ça. C'est simplement que ça a explosé dans la saison 7 de Deep Space Nine, tu vois. Ce qui a totalement changé entre le section 31 de DS9 et le section 31 de l'Arc Kurtzman, c'est que tu as l'impression que c'est passé du syndicat de X-Files à la CIA, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment problématique, en fait, d'un point de vue c'est moral. problématique surtout dans Discovery, en fait. Parce que c'est... et puis dans Into Darkness, c'est surtout là où vous faites que c'est problématique. Mais en réalité, à partir du moment où Bashir a été confronté à la section 31 dans la saison 7 de Deep Space Nine, et la 6 aussi, il a fait exploser un peu le truc. Et du coup, on imagine que cette section qui était si secrète avant ne l'est plus maintenant. Donc pour moi, c'est plutôt cohérent. Et en tout cas, c'est cohérent avec l'image que je me faisais de la section 31, qui était effectivement donc un groupe de gens capables de tout, qui noyautaient dans des institutions, qui manipulaient des gens en les faisant travailler sur des trucs sur lesquels eux-mêmes n'avaient pas toutes les cartes, et faisaient des trucs bien dégueulasses, quoi. C'est un long débat. On l'a eu avec Alcardi il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai que vous avez fait un épisode où vous en parlez beaucoup de ça, un podcast. Tu peux nous en dire 2 mots, tiens. Pour lui, ça devrait même pas exister dans le lore de Star Trek, la section 31. C'était quoi l'intitulé du podcast déjà ? La section 31. Et c'était, pour lui, son parti pris, c'est que ça aurait jamais dû exister dans Star Trek, parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Que dans l'univers de Star Trek, les humains ont fait le pari d'être bons, et que c'est trop facile
de revenir à ses premiers instincts dès que ça va pas, quoi. Bah, c'est trop facile d'un point de vue externaliste, mais en tout cas, oui, j'invite tout le monde à écouter votre podcast parce qu'il est vraiment passionnant par rapport à ça. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit dans le fond, mais simplement, c'est vrai que d'un point de vue dramaturgie et crédibilité de l'univers, moi, par exemple, l'utopie absolument parfaite, où tout le monde est parfait tout le temps, que certains imaginent que Star Trek doit être, pour moi, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que j'accepte des entorses. J'accepte, et c'est pour ça que Deep Space Nine est ma série préférée, d'ailleurs. Hein, parce que Deep Space Nine, ça nous dit carrément que sous le vernis de la civilisation, nos instincts, ils sont quand même toujours là. Et comme dit Sisko, c'est facile d'être des anges au paradis. Et quand il n'y est pas, c'est un peu plus la merde, quoi. Il y a une phrase de Quark aussi que j'adore dans un épisode où, tu sais, il dit qu'il parle à son neveu et il lui dit tu sais, les humains, ça a l'air d'être le peuple le plus illuminé du monde et tout, mais privé de nourriture, de sommeil pendant un temps suffisamment long, et tu te rendras compte qu'ils sont plus sanglants que les pires des Klingons. Et dans Deep Space Nine, c'est vrai que ça marchait bien. Mais je comprends que c'est un reproche qui, clairement, on peut déjà faire à l'époque de Deep Space Nine. Hein. C'est clair. Hein. Tout à fait. Enfin, moi, c'est pas un reproche. Moi, je l'ai intégré dans ma vision de Star Trek depuis donc maintenant 25 ans, même plus de 25 ans. Mais voilà, pour certaines personnes, Star Trek, ça doit être un truc pur comme la nouvelle génération, tu vois. Donc, c'est sûr que ces deux visions, elles s'entrechoquent. Elles s'entrechoquaient déjà à l'époque. La vision Roddenberry pure et la version Ronald D. Moore, par exemple, et forcément, c'est un peu irréconciliable quelque part. Mais ça marchait dans Next Gen, c'était bien écrit, il y avait tout un univers qui était cohérent, et le fait qu'on cherche des solutions par la diplomatie et le dialogue, en repensant à plusieurs épisodes, je me disais mais ça marche, on y croit. C'était bien écrit, c'était bien amené, tout est dans l'écriture. Et si c'est mal écrit, c'est là où tu commences à remettre en question. Moi j'adore Deep Space Nine parce que c'était différent de Next Gen. On allait dans d'autres directions, tout le monde était gris. Tout le monde était vraiment il n'y avait pas un personnage qui était totalement bon, totalement méchant. Et je crois que tous les personnages, et même, je rigole, mais même Morn, il avait une personnalité. C'était, voilà, tous les personnages, même le troisième, qui avait aucune ligne de dialogue, que tu voyais au bar tout le temps, il y avait quelque chose. Tout est dans l'écriture. On va revenir quand même à l'épisode. On a Jack et Sydney qui sont dans le turbolift, et c'est là où on se rend compte que Jack, visiblement, peut lire dans les pensées des gens, ce qui peut l'aider à draguer des gens ou pas. Visiblement, là, ça marche pas trop, en vrai. Et du coup, il va voir Picard pour lui expliquer ce qui lui arrive, ce qui va donner une idée à Picard. Je sais pas si c'est vraiment la conversation qui donne l'idée à Picard ou pas, mais en tout cas, du coup, Picard va essayer de tendre un piège à Vadik en l'attirant, lui faisant croire que c'est bon, ils ont réussi à se faire choper, les attirer sur le vaisseau pour ensuite les isoler avec des courses-poursuites et puis des champs de force. Et dans un premier temps, ça a l'air de très bien fonctionner, sauf que, évidemment, il y a Lore qui va foutre la merde parce qu'il est connecté au vaisseau et il a décidé de tout niquer, quoi. Elle est un peu embarrassante, la scène du turbolift. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait mal. Ah ouais, moi, je trouve que ça allait. Non, mais c'est pas l'affaire de l'histoire d'amour qui est embarrassante. L'histoire d'amour est très bien. C'est cette histoire de mind, de lecture de l'esprit là, et la façon dont c'est amené avec les discours en voix off et tout. J'ai trouvé ça vraiment embarrassant. Je sais pas, j'ai trouvé ça gênant de médiocrité. Mais j'aime pas du tout cette histoire. Ça y est, je fais enfin sauter ton conducteur. Ça n'aura pris que 35 minutes. Mais globalement, cette histoire, moi, de lecture de pensée. Je vois pas du tout où est-ce qu'ils veulent aller avec ça, mais moi ça m'a vraiment sorti, ça fait vraiment partie des trucs qui m'a sorti complètement de l'épisode. J'arrive pas à trouver une théorie qui rendrait le truc cool en fait, si tu veux. Ils vont nous faire un grand flux humain. L'humain a créé son propre grand flux, quoi. Oui, mais pourquoi le fils de Picard? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je serais prêt à comprendre que c'est ce qu'on disait avec Manu d'ailleurs, qui est pas dans le podcast aujourd'hui, mais que le personnage central de cette saison soit la prochaine étape de l'humanité, par exemple, tu vois, la prochaine, un peu ce qu'était Jack Crusher, pas Jack, l'autre, Wesley, dans Next Generation, pourquoi pas, d'une certaine façon. Là, le problème, c'est qu'il est à la fois le fils de Picard et en même temps le MacGuffin. On pensait qu'il était le MacGuffin parce qu'il était le fils de Picard, ce qui en soi était plutôt intéressant. On est en train de se rendre compte qu'il était peut-être le MacGuffin pour une raison qui n'a finalement rien à voir avec Picard. Et du coup, ça devient une coïncidence qui est
pour moi extrêmement gênante, c'est-à-dire que une fois de plus, tu as l'impression qu'il y a 4 habitants sur la planète, dans l'univers, et que les 4 sont des demi-dieux en fait, si tu veux quoi. Et c'est là que ça me gêne en fait, et c'est pour ça que cette histoire m'est vraiment sorti par les yeux. Alors il est possible qu'on rattache les wagons, hein, je trouverais ça étonnant, mais il est possible qu'on se rende compte que ses pouvoirs sont liés par exemple à sa physiologie Borg, puisque techniquement Jack Crusher, on l'avait déjà dit, est le premier fils biologique d'un Borg dans l'histoire, puisqu'il est le fils de Picard. C'est peut-être qu'ils vont se rattacher à ça, mais si on se rend compte que c'est un truc totalement métaphysique qui n'a rien à voir vraiment avec son lien avec Picard, je trouverais ça vraiment extrêmement gênant. Effectivement, comme disait Cyril Michael, l'idée d'avoir un flux humain, peut-être grâce à son héritage Borg génétique, c'est tout à fait possible. Ça ferait ça donne une idée de pourquoi il est si utile, c'est que peut-être que sa connexion qu'il peut faire donc là avec Sydney, il peut peut-être la faire avec tous les solides et du coup les mener tous à leur perte d'une manière voilà, comme une sorte de fusion grand lien / les Borg, tu vois. Donc il y a tout à fait une possibilité par rapport à ça, et du coup ça explique donc son importance. Après, son origine, elle reste quand même à déterminer, parce que on sent quand même dans les dialogues entre Vadik et Beverly qu'il manque une pièce du puzzle. Clairement, on nous cache quelque chose, Beverly nous cache quelque chose, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Peut-être que, est-ce vraiment Beverly? Peut-être que Marina avait raison depuis le début, que c'est une changeante qui se prend pour Beverly depuis le début, persuadée d'être Beverly, et ce qui expliquerait pourquoi là, pendant 20 ans on l'a pas vue. Enfin, ou peut-être qu'elle est sous influence, on ne sait pas, parce que Vadik dit quand même que Jack ne lui était pas destiné. Ouais, après elle l'a vendu un peu la mèche, hein. Moi j'ai l'impression que Jack est un fils de tumeur, et le fils de la tumeur. La tumeur qu'avait Picard qui a disparu du jour au lendemain, c'était un stock génétique qui devait servir un peu comme dans, tu sais, le film Star Trek Nemesis, où on apprend qu'il y a eu des clones romuliens. Et à tous les coups, c'était une sorte de bombe clonée à l'intérieur de Picard qui, en se reproduisant, devait servir aux changeants peut-être dans 20 ou 30 ans à avoir un mec sous leurs ordres, quoi. Oui, mais pourquoi à ce moment-là, tu vois? C'est ça le truc, c'est que ils imaginaient pas 20 ans plus tard, tiens, le jour de la célébration des 250 ans de Starfleet, on va faire ça comme plan. Enfin, tu vois, ça me paraît ne sachant pas que Picard aurait ensuite un corps positronique. C'est comme pour Nemesis. Finalement, ils ont dû c'était peut-être un plan qui était prévu et ils ont dû l'annuler. Mais du coup, à quoi leur sert le corps de Picard? C'est ça le truc, quoi. Ah peut-être qu'il y a pour, je sais pas. Là, commence pas à me poser des questions. Moi, je donne des voilà. C'est pas moi qui ai écrit. Je trouve que l'une de mes critiques principales de cet épisode, c'est pour ça que je le trouve indéfendable, c'est qu'à minima, il nous devait une réponse sur l'histoire de Jack. Il reste trop de choses à raconter. On a 3 épisodes de la fin. Je trouve que franchement, refaire durer, c'est quand même le gros mystery box de cette saison. Le truc qui s'allonge, ça fait quand même, il nous saoule avec ça depuis je crois que c'est le 2e épisode où on nous en parle pour la première fois, du côté John Wick de Jack Crusher. Franchement, l'épisode 3, franchement, il nous devait une réponse. C'est franchement, quand j'ai le fait que l'épisode finisse par un cliffhanger sur ce sujet-là en plus, honnêtement, ça m'a saoulé, mais vraiment, vraiment saoulé. Ouais, je comprends, hein, mais alors comme je le disais sur le Discord aujourd'hui, souvenez-vous des épisodes filler, donc de remplissage de la saison 2. On avait des épisodes entiers que là-dessus, souvenez-vous, dans la saison 2, de l'épisode avec l'agent du FBI, quoi, qui servait vraiment à rien, intégralement. Oui, mais on est tous d'accord pour dire que c'était de la merde, Guigui. Donc, tu vois, on attendait mieux justement de cette saison. Tu vois, si ta comparaison, c'est la saison 2, oui, en effet, c'est mieux que la saison 2. Là, je pense qu'il y aura pas... Mais c'est triste qu'à 3 épisodes de la fin, on en soit à se comparer ça avec les épisodes de la saison 2. Moi, je trouve quand même que l'épisode, il a quand même des choses qui sont intéressantes. Il y a les scènes entre Geordi et Data qui sont quand même... Alors, ça sert peut-être à rien. Peut-être, en fait, tu vois, du coup, utiliser l'or pour retarder un petit peu le récit, je trouve que c'est un remplissage qui est plutôt malin, parce que finalement Picard, il avait un plan qui aurait dû marcher, simplement il n'a pas pensé qu'il y avait cet élément perturbateur supplémentaire qui n'était pas censé être là, enfin faire en tout cas ce qu'il faisait, et que ça a niqué son plan, quoi. Son plan était pas si bête de base. Après, même là-dessus, j'ai pas très bien compris le plan. Enfin, c'est pas un problème de plan, c'est un problème de réalisation et d'écriture. Quand ils font leur histoire de labyrinthe avec les champs de force, t'as l'impression qu'il y a 5-6 membres d'équipage du côté Vadik, hein, je parle 5-6 membres d'équipage qui se font isoler les uns les autres. À chaque fois, ils en isolent un, puis un autre, etc. À la fin, quand Vadik reprend le contrôle du vaisseau, t'as 50 mecs qui débarquent sur la passerelle de... Mais ils étaient où ces 50 mecs pendant pas dans le reste de l'épisode, en fait?
Pour moi, c'est incompréhensible. Non, t'exagères parce est que quand on la incompréhensible. voit débarquer sur le vaisseau, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens avec elle. Quoi. Elle leur Oui, fait non, mais signe ça, avec je la suis main. d'accord. Je suis d'accord, mais je suis d'accord avec ça. Mais ils sont où pendant l'épisode? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois Sidney et Jack qui arrivent à isoler 2 ou 3 mecs, je crois, à tout casser. On voit pas les autres, oui, t'as raison. On voit pas les autres. Alors qu'à la fin de l'épisode, ils étaient tous là. Donc, je sais pas, j'ai trouvé que ça marchait pas du tout, mais pas du tout. C'est vrai que c'est plutôt mal amené cette histoire. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même des trucs intéressants. Tu vois, rien que la scène entre Geordi et Data, moi, j'ai trouvé ça sympa. Les origines de Vadik. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un vrai truc. Bon, par contre, ce qui va vraiment pas, et là, ça, on va en parler tout de suite, c'est quand même la pire scène de l'épisode. C'est quand t'as donc Picard et Beverly, après avoir écouté donc que Vadik, elle t'explique qu'elle a été torturée, donc du coup par une laborantine de la section 31, en tout cas de Daystrom. Ils se disent bon, c'est bon, elle nous a tout révélé. Bon, elle nous menace un petit peu, on va la buter, quoi. Je fais quoi? C'est pas... Non, mais déjà, c'est out of character, mais en plus de ça, l'argument de Picard, c'est on va la buter parce qu'elle nous a sûrement tout dit, on peut plus rien tirer d'elle, mais d'où tu sors ça? En fait, t'en sais rien parce que t'es... Enfin, je veux dire, t'es quand même pas sûr à 100% de ce qu'ils veulent faire avec ton ancien corps, tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire avec Jack, tu n'es pas certain que si tu la butes, il n'y en a pas quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Enfin, je veux dire, cet argument, il est complètement pété, quoi. Ah mais moi la scène elle m'a dérangée parce que je l'ai vu venir. Non, ils vont quand même pas aller là. Et puis en fait ils ont utilisé un twist de scénariste, c'est-à-dire qu'on a voulu faire passer Picard et Beverly pour des assassins. Et en fait ils se loupent grandement. Hein. Ils réussissent à louper quand même C'est non seulement mal écrit, ça met mal à l'aise et en plus ils vont pas jusqu'au bout de leur idée. Non mais en plus c'est même pire que ça, c'est que déjà ça n'a aucun intérêt. Déjà, c'est out of character. Ensuite, ça n'a aucun intérêt logique, comme je viens de le dire. Mais en plus de ça, comme tu l'as dit, effectivement, il le rate. On voit Picard qui prend son phaser, qui a l'air de régler justement la charge du pistolet, parce que depuis le début de cette saison, des fois, les changeants, ils meurent, et des fois, ils sont juste blessés. On ne sait pas trop pourquoi, des fois, c'est jamais vraiment expliqué. Et là, en fait, visiblement, il décide de la buter. Hein. Donc, Picard, il prend son flingue. 10 secondes après, le champ de force, à cause de l'or, s'évanouit. Donc, du coup, elle va vers eux. Il décide de tirer, donc il avait réglé pour la buter. Hein. Et pourtant, ça leur fait des chatouilles. Il a réglé sur chatouille. Parce qu'il tire dessus et ça lui fait rien. Elle se barre juste, la meuf. Et en plus de ça, alors c'est soit il tire vraiment juste à côté, tu vois, genre juste à 1 centimètre à côté d'elle et qu'il la rate alors qu'elle est juste à leurs pieds, soit ils ont réglé le phaser sur chatouille. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Alors la seule explication, ça sera que dans le prochain épisode, ils nous disent en fait, on a dit ça parce qu'on savait qu'elle nous écoutait. On voulait lui faire genre on va te buter, mais en fait, c'est pas ça qu'on voulait faire. Ouais, putain, c'est franchement la seule vraie explication logique à cette J'ai une autre explication qui tient mieux. Ah, vas-y. Picard avait une formation de red shirt. Là, c'est niveau Stormtrooper, c'est même pas niveau Red Shirt. Ouais, c'est sûr, mais t'as raison. Mais ouais, non, mais cette scène, c'est honteux, quoi. Honnêtement, je pense que c'est l'une des pires scènes de l'ère Kurtzman, en fait, cette scène. Je trouve qu'elle coche toutes les cases. Déjà, on n'arrête pas de critiquer, enfin, pas nous tellement au Quadrant Pop, mais enfin, quand même, les vieux fans de Star Trek qui sont persuadés qu'on les déteste, alors que c'est pas vrai du tout en plus. Mais on arrête pas de critiquer Star Trek en disant qu'ils ont perdu leurs repères moraux. Ils te font une scène mais qui est ahurissante en fait d'un point de vue moral, mais vraiment ahurissante, c'est-à-dire que rien ne la justifie. Scénaristiquement, elle est pas justifiée du tout. Tu comprends pas pourquoi ils veulent tuer Vadik maintenant. C'est-à-dire qu'à la limite, ça serait une scène où elle a le doigt sur un... Très, très cliché, hein, j'entends, mais où elle a le doigt sur la bombe atomique, il faut la buter maintenant, sinon elle appuie sur la bombe atomique, d'accord, bon, ok. Mais là, la meuf, elle est derrière son champ de force, elle demande plus rien à personne. En plus, elle est en train de leur révéler tout le plot. Alors, je comprends que t'aies pensé à Ozymandias, parce qu'en effet, on est dans l'absurdité totale, Marina. Et en plus... elle vient de leur raconter quand même une histoire qui est quand même foudroyante, qui devrait quand même les faire se questionner eux-mêmes, si tu veux, quoi, tu vois, sur la réalité des choses et tout. À la limite, sur lequel Beverly aurait pu rebondir sur ses envies précédentes. Tu vois, moi je pensais que c'était vers ça qu'on allait, c'est-à-dire Beverly avait des questionnements moraux, ils comprennent que finalement Vadik est le résultat de ces écarts moraux, et du coup ils changent d'avis et ils vont vers quelque part, voire même transformer Vadik, vu qu'il y a un méchant au-dessus du méchant. La seule chose qui pourrait le justifier, c'est de transformer Vadik en un gentil, tu vois. Mais ce que je veux dire, en une averse. Alors gentil, c'est peut-être beaucoup dire, mais tu vois que Vadik devienne une sorte d'allié, tu vois, ce qu'était Khan dans Space Seed,
pas dans la suite, mais dans Space Seed. Tu vois, quelque chose comme ça. Mais franchement, cette scène, j'ai pas de mots, quoi. En plus, Beverly, elle le dit clairement, elle dit « j'ai perdu mon compas moral ». Bah ouais, mais visiblement... parce qu'en fait, si l'idée, c'était de nous dire on est tellement prêt à tout pour protéger notre fils qu'on peut buter. Mais en fait, Beverly, elle nous l'a déjà montré dès le premier épisode, dès sa première scène. C'était pas la peine de le refaire. C'est surtout pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu de la scène. C'est ça le problème. Moi, je comprends. J'ai vu des mecs qui discutaient de ça. Ah, c'est touchant cette scène où ils montrent qu'ils sont prêts à mourir pour leur enfant. Moi, je suis prêt à mourir pour ma fille ou plus facilement tuer pour ma fille que mourir pour ma fille d'ailleurs. Mais ça, je l'entends. Mais sauf que dans cette scène, c'est pas du tout l'enjeu. C'est pas du tout l'enjeu. Ils protègent ni leur fils, ni leur vaisseau. Ils protègent rien. En fait. Ils se privent d'informations sûrement nécessaires pour la suite. C'est pour ça que je te dis que pour moi, cet épisode, t'as l'impression qu'ils ont... Ils ont craqué, ouais. Ils ont craqué, qu'ils ont rajouté des trucs. Et il y a d'autres trucs, hein. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de... Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qui m'a clairement... La scène où Jack discute avec Picard... à la fin, il dit d'ailleurs j'ai un plan pour capturer Vadik, et en fait le moment où il dit d'ailleurs j'ai un plan pour capturer Vadik et tout, c'est filmé de dos, et en fait tu sens que les lèvres de Picard ne disent pas du tout ça en fait. Je sais pas si vous avez tilté si tu revois la scène, c'est très troublant, donc tu sens qu'il y a eu du rewriting en tout cas j'ai eu une interview de Terry Matalas sur Collider sur internet donc aujourd'hui, et à propos de cette scène, il a dit c'est marrant sa formulation. Alors, je peux pas vous le traduire ou vous le citer parce que bon, vous connaissez mon niveau d'anglais, mais en tout cas, l'idée générale de ce que j'ai compris de mon interprétation personnelle, il dit que cette scène a été vraiment beaucoup discutée dans la Writers' Room, donc avec tous les scénaristes. Et quand il dit ça, il dit voilà qu'en gros tout le monde était d'accord pour le faire parce qu'il trouvait qu'effectivement on peut mourir pour ses enfants, blablabla, que c'est ça qu'il voulait dire. Mais la façon dont il a de le présenter, moi j'ai l'impression c'est comme s'il disait oui, alors tous les scénaristes, ils étaient pour cette idée, mais moi, pas trop. et en gros, bon, bah, on l'a fait, quoi. Tu vois, il avait l'air d'être Enfin, ça faisait genre... tu te demandes pas si c'est pas Kurtzman qui est repassé un peu à ce moment-là, qui a dit, ouais, quand même, on devrait le faire, ça. Ouais, mais c'est trop facile de... Enfin, moi, je ne suis pas un apologique de Kurtzman, mais c'est lui le showrunner de cette saison. C'est trop. Tu peux pas à chaque fois qu'il y a un truc pourri dans la saison dire c'est Kurtzman qui est repassé par là, et quand c'est bien dire c'est Matalas, quoi. Moi je te parle vraiment, c'est une impression que j'ai eue en lisant le truc, donc je te l'ai envoyé, donc tu pourras le lire, tu pourras me dire ce que t'en penses. Si t'as la même impression. Il dit même ça a été discuté. Il dit ça a été discuté jusqu'à la diffusion. Il dit. On en a parlé dans la Writers' Room. Pour tout vous dire, ça a été discuté jusqu'à la diffusion. Sous-entendu, on en parlait encore la semaine dernière quasiment. T'as l'impression qu'il dit, quoi. Mais je sais pas. Parce que non, mais tu vois ce que tu disais sur le Patrick Stewart là avec ses lèvres et tout ça, et qu'il y a des choses qui ont été changées à la dernière minute, tu vois, je me dis oui, peut-être, parce qu'en fait, ce dont on parle, ce n'est même pas 30 secondes dans l'épisode. Et que si on le coupait maintenant, l'épisode s'en porterait mieux, hein, du coup, par rapport à ça. Mais en tout cas, il n'y aurait aucune putain de conséquence sur le reste du récit. Et je suis persuadé que ça serait pareil pour les épisodes qui viennent. Je gardais ça pour la conclusion, mais apparemment la presse a reçu les deux prochains, enfin oui, plutôt cet épisode-là et le suivant ensemble, en fait, le 7 et le 8. Et apparemment, il y a pas mal de gens un peu dithyrambiques, mais qui disent ah oui, mais ces deux épisodes sont vraiment, c'est un diptyque et ils sont pas faits pour être séparés l'un l'autre. Ce qui était un peu le cas du premier épisode d'ailleurs, qu'on avait pas mal critiqué, et c'est vrai que le premier épisode était mieux dans la... Bon, peut-être qu'il y aura des trucs qu'il faudra revisiter après avoir vu le prochain, hein. Peut-être qu'il y aura des explications qui font. Bah, on espère, mais en attendant... je suis assez d'accord. En tout cas, oui, moi, ça m'a vraiment... Ce moment-là, je l'ai vraiment pas compris, quoi. Je me suis dit, mais merde, quoi, vous abusez, quoi. Vous avez vraiment intérêt au prochain épisode de dire, oui, non, mais en fait, on faisait semblant, c'était un moyen de pression. J'ai vu ça dans les séries policières. C'était un rêve. C'était un rêve, ouais. Ça me fait peur maintenant. Le coup du rêve. Je sais pas si vous avez vu cette publicité de Canal+ avec le monde de Wakandi. En fait, c'est une publicité où il y a une espèce de Game of Thrones qui se déroule. En fait, à la fin, en fait, c'était juste un rêve. Et là, t'as les gens qui ont vécu ça pendant 10 ans, qui disent... Et visiblement, c'est une série genre Game of Thrones. Et t'as tout un mystère dans cette série-là, et au moment de révéler le mystère, la dernière scène du dernier épisode, la meuf, elle meurt, et en fait, les spectateurs ne savent pas, et la conclusion, c'était ne laissez pas votre imaginaire à n'importe qui. Oui, parce que c'était juste un rêve, comme dans Dallas, ou comme dans toutes les séries, donc ça énerve juste les fans quand on dit... C'est comme appuyer sur le bouton reset dans Year of Hell, qui est quand même un super double épisode de Voyager, mais
ce qui empêche cet épisode d'être iconique, c'est qu'ils appuient sur le bouton reset à la fin. Et à chaque fois qu'on appuie sur le bouton reset, moi, je trouve ça insupportable. Non, mais là, ils le feront pas. De toute façon, c'est pas ce qu'ils feront. Hein. J'en suis sûr. C'est juste un écart. C'est juste voilà quoi. Ils sont plantés. Bon, j'espère que la semaine prochaine, on va avoir oublié tout ça. Hein. Non, mais on va l'avoir oublié dans le sens où on sera passé à quelque chose de plus intéressant. Déjà, je pense qu'on finira par enfin savoir la révélation sur Jack. Mais la révélation sur Jack, elle aurait dû apparaître dans cet épisode. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord. Il fallait plus donner quoi. Oui, parce qu'on a envie de voir d'autres choses, donc du coup on imagine quoi que la semaine prochaine Worf et Raffi vont revenir pour sauver un peu le truc quoi. Parce qu'ils m'ont manqué un peu Riker, Worf et Raffi dans cet épisode hein, finalement. Et puis Troy aussi qu'on s'attendait à voir. Ouais, il manque parce que l'épisode est vide justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi je suis assez pour dispatcher les casts si t'as des choses à raconter, au contraire, et pas t'imposer d'avoir la petite scène à chaque fois. Mais là, ouais, comme l'épisode est vide, finalement tu aurais préféré limite avoir que Worf et Raffi dans leur vaisseau qui se racontent des blagues quoi. Ah ouais, ça serait trop bien. Mais du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire sur cet épisode, Cyril Michael ? Un épisode en demi-teinte où il se passe plein de choses, mais finalement on n'apprend pas grand-chose. Ouais, un peu sur Vadik quand même. Vous dites tous qu'on n'apprend pas grand-chose et tout, mais quand même, cette scène, elle est quand même vachement importante, quoi. Après, moi, le grand guignolesque du méchant, ça me gêne pas, parce que, enfin, je veux dire, ça reste une fiction, et puis on était tellement dans le drama jusqu'à présent que ça fait un peu du bien, tu sais, d'avoir un personnage en décalage. Mais même, tu vois, sur le personnage de Vadik, j'arrive jamais à retenir son blaze. Bon, vindicateur, déjà, je dis ça, je dis rien, bref. Rien que sur ce personnage-là, je trouve que finalement, la révélation, oui, j'ai été torturé, alors je veux me venger. C'est un peu décevant. Tu vois, elle a pas fait la guerre du Dominion. Elle a pas fait... après... peut-être qu'effectivement, le deuxième épisode donnera toutes les réponses qu'on attend, là, si c'est un diptyque. Mais après, moi, je trouve que cette saison de Picard, elle est formidable. Hein. Il y a quand même un truc dans l'explication de Vadik que j'ai trouvé cool, et c'est qu'elle ait pris le visage de son tortureur, en fait. Ça, pour le coup, j'ai trouvé que l'idée était particulièrement malsaine et assez réussie. En plus, Amanda Plummer joue... C'est quasi subliminal, mais je trouve qu'elle joue bien les scènes où elle est en scientifique et que la scène fonctionne d'autant mieux à cause de ça. Et toi justement, Romain, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode en conclusion ? Non, je suis très énervé. À part les scènes on n'en a pas parlé du coup parce que la rage faisant foi, mais c'est vrai qu'à part la première scène avec Tuvok et les scènes et Geordi qui est au top de sa forme, hein, vraiment, LeVar Burton, son monologue où il parle à Data, bien que la scène soit un peu inutile, mais le monologue, lui, est extrêmement réussi et très bien joué. Mais sinon, il n'y a rien à garder dans cet épisode. J'ai vraiment rien à garder. Mais du coup, je ferai un remontage pour toi exprès. Et du coup, j'inclurai ces scènes-là dans le prochain épisode. Et du coup, ça fera une saison de 9 épisodes. Et toi, Marina ? Moi, je suis déçue. J'étais vraiment super contente de regarder cet épisode. Ça faisait une semaine que je l'attendais. J'avais tellement aimé l'épisode de la semaine dernière que là, c'est retombé comme un soufflé. J'ai regardé l'épisode. Et tu as fait une remarque au début en disant l'épisode était plus court et tout ça. Mais The Last of Us, par exemple, le dernier épisode était plus court que les autres. C'est pas pour ça qu'il n'y avait pas plein d'intensité, qu'il n'y avait pas plein de rebondissements. Et je pense qu'il y a un très très gros problème d'écriture dans la writer's room de Picard. Il faut qu'ils investissent dans des scénaristes et qu'ils se tiennent à leurs idées, leurs bonnes idées. Il faut arrêter que ce soit des comités qui écrivent des épisodes. C'est assez décevant. Il n'y a pas de... Quand on repense à la série de l'âge d'or, à la série des 2 premières saisons de Star Trek, la série originale, je suis désolée, ou même Next G, tu avais des épisodes cultes dans chaque saison et il y avait quelque chose et c'était un auteur qui était responsable d'un épisode et tu t'allais quelque part. C'est décevant que ce soit des comités qui écrivent ces épisodes, même s'il y a un seul ou 2 noms au début, dans le générique. Mais moi j'étais déçue de cet épisode, je voulais tellement voir Diana, je voulais voir les... Après tout, oui, peut-être que Crusher a quelque chose d'intéressant, mais en regardant l'épisode aussi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais Beverly, ces 2 scènes les plus intéressantes, c'était quoi dans les 2 premiers épisodes et après c'est fini. Ils sont retombés dans leur travers de Next G où ils étaient incapables d'écrire pour des personnages. Enfin, c'est juste, faut qu'ils arrêtent avec ça et de nous donner des teasers. Par exemple, le retour de Rolaren, j'ai beaucoup aimé cet épisode, même si ça s'est terminé de manière dramatique, mais paradoxalement, ils ont toujours bien écrit pour Rolaren dans Next G. Et par contre, Beverly et Diana, la plupart, dans 80% des cas, elles étaient mal servies au niveau scénaristique. Donc, moi, je suis déçue. C'est des personnages que j'aime bien et j'aimerais bien les voir plus. La semaine prochaine, hein, Marina.
Du coup, c'est le moment de faire l'instant promo ou reco. Si vous avez une promotion ou une recommandation de choses à faire. Moi, par exemple, j'ai rien à promouvoir, si ce n'est le prochain épisode du Cadran Pop, mais je peux recommander le jeu vidéo Star Trek Prodigy Supernova que je suis en train de faire avec mon fils, qui est plutôt sympathique, même si le jeu est plutôt rébarbatif parce qu'il est un peu répétitif. C'est quand même super cool de jouer avec les personnages de Star Trek Prodigy, surtout qu'on a tout le casting français, des voix françaises, et ça marche plutôt vraiment très bien. Et du coup, voilà, c'est bien de jouer à tu vois, entre deux épisodes de Star Trek Picard, je joue à Star Trek Prodigy et c'est plutôt cool. Et toi, Cyril Michael, quel est le prochain podcast de Space Opera que tu nous proposeras ? Demain, on vous explique pourquoi on arrête Star Trek. Ah merde. Mais vu que ça sort dans quelques jours, je peux vous révéler, c'est une blague et on imagine pour le 1er avril si Starfleet avait été inventé par des Belges ou des Français, que ça donnerait. Voilà. Ah, génial. Ouais, franchement, ouais, je vous invite vraiment tous et toutes à écouter Space Opera parce que Cyril Michael et son compère, donc c'est Arcadie, c'est ça le dessinateur. Ouais. Ils ont souvent des très bonnes discussions sur des thématiques bien particulières dans Star Trek, mais pas que. Et donc du coup, souvent, c'est quand même vachement intéressant. Puis on a plein de quelques planètes de Star Trek dessinées par Moebius, moi ça m'aurait pas déplu quand même. Ah ouais. Et puis pour info, on a quelques invités qui arrivent, pas mal d'invités, notamment la semaine prochaine. On a enregistré une émission avec Equilibrium Film, qui est une chaîne YouTube assez cool. Et on va parler d'Event Horizon. Et la semaine qui suit, on parle avec Nico de Fun Radio de l'intelligence artificielle. On a posé des questions à ChatGPG sur Star Trek et les réponses, vous y attendez pas. Voilà, c'est très drôle. Ok, super. Et toi, Romain ? Moi, en ce moment, je suis pas au top de ma forme pop culturellement parlant, parce que je me tape Mandalorian, qui est pas une très bonne saison. Je me tape Picard, j'ai eu cette grosse déception. Et à cause de toi, Guigui, je suis rentré dans le dur. Je suis rentré dans la 6e saison d'X-Files. Et faut admettre quand même que la chute est rude. Donc en ce moment, je m'ennuie pas mal. Mais le cœur y est toujours. Non, je t'arrête tout de suite. La saison 6 de X-Files, elle est très très bien. Et d'ailleurs, l'enregistrement, c'est pas pour tout de suite, parce que l'épisode sortira de ce podcast-là, parce qu'on va faire une pause de plusieurs mois, sortira donc le 10 septembre, pile poil pour les 30 ans de X-Files. Et toi, Marina ? J'avais parlé de mes podcasts Insights of Tomorrow et sur la mobilité et sur la RSE, donc ça, c'est toujours en cours. J'ai vu Ad Astra la semaine dernière et j'ai adoré. J'ai adoré le film, le rythme, la course-poursuite à travers l'espace. J'ai passé un très très bon moment. Cyril Michael a parlé de Event Horizon, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais je me souviens de la scène d'ouverture que j'avais adorée. Et voilà. Et donc moi, par contre, alors contrairement à Romain, j'adore le Mandalorian. Je crois qu'en ce moment, je suis folle amoureuse de Pedro Pascal. Mais... Avec ou sans casque ? Ah, maintenant, il a toujours son casque. C'est spoiler, mais maintenant, il a toujours son casque. Oui, mais Marina, est-ce qu'elle le préfère avec ou sans casque ? C'est ça la question. Non, sans casque. Il peut pas... Marina, elle préfère Cathy Chakoff parce qu'elle a du goût et que tout homme qui se respecte et toute femme qui se respecte préfère Cathy Chakoff à Pedro Pascal. Je suis d'accord. Non, déjà non. Non, mais il est extraordinaire, franchement. Moi, j'ai adoré les épisodes qui se passaient sur Coruscant. Je trouvais que le lien était très bien fait très bien, ouais. entre les films. Et c'est tellement bien écrit. J'ai trouvé que la méchante, justement, avait beaucoup de finesse. Et la manière dont elle piège ce pauvre docteur dans le dernier épisode... Ouais, c'est le meilleur épisode de la saison. Ouais, épisode sans Mandalorian, du coup. C'est pas le dernier épisode, mais c'est le meilleur épisode de la saison. Je veux dire le dernier épisode, c'est-à-dire la semaine dernière. Non, mais c'est pas le dernier épisode en diffusé. Mais... Tu as raison. Excuse-moi, je me suis mal exprimée. Mais cet épisode... il était extraordinaire. Et la manière dont le pauvre docteur se fait avoir, c'était génial. Et Guigui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mon enregistrement s'est arrêté au bout de 24 minutes. Je m'en suis pas aperçue. Oh non! Et là, j'ai l'impression d'entendre Kirk en train de hurler Khan. Marina! C'est pas ce qui s'est passé. Et en plus, Romain, tu n'étais pas là au début quand j'étais toute fière d'annoncer à Guigui que j'avais enfin la DSL. La DSL? Parce que t'avais quoi avant? T'avais 56K, le modem 56K, mais bien sûr. Non mais enfin, ou alors j'ai la fibre, je sais pas ce que j'ai en fait. Oui, t'as la fibre. J'ai la fibre, j'ai la dernière technologie. C'est quand ton anniversaire, Marina? On va t'offrir un Zoom, je pense. Et je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, c'est vrai qu'on pourrait lui offrir un Zoom parce que c'est sûr de pas se tromper. Bon, on dit au revoir parce que moi j'ai des invités à la maison, il faut que j'y retourne. Ça fait 1h30 que t'as des invités et que tu le passes avec nous.
Bah oui, c'est ça l'amour. Bon et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter, Facebook et sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Ciao, bye. Ciao, ciao. Program complete.